Que tu veuilles être diverti ou que tu cherches de nouvelles voies à explorer, cette conférence va t'aider à avancer. Pose-toi fermement, ouvre la bouche et referme-la bientôt. La citation de Martin Luther résume tout ce qu'un bon orateur doit savoir. J'ai appris à ouvrir la bouche tôt, au milieu des années 90, dans de petits groupes de protection de l'environnement dans ma région natale du Münsterland. Cependant, la protection de l'environnement est un sujet extrêmement peu cool. Les gens ne s'intéressent à un sujet que s'ils en tirent un bénéfice personnel. C'est pourquoi tu dois toujours présenter tes messages de manière intéressante. Ce que je ne savais pas à l'époque, les connaissances dites de start-up, qu'on transmet aujourd'hui contre paiement, je les ai acquises gratuitement dans ces mouvements pour l'environnement. Le grand problème de ces mouvements de protection de l'environnement, cependant, c'est qu'ils font la même chose depuis 30 ans et ne se sont pas développés. La protection de l'environnement est un sujet désagréable. Il n'y a pas de héros, cela concerne chacun personnellement et bien sûr aussi le collectif. En 1991, j'ai rejoint Greenpeace et, à 13 ans, j'ai fondé l'une des premières organisations de jeunesse de Greenpeace, ce qu'on appelait un Green Team en Allemagne. C'est là que j'ai déjà remarqué que la protection de l'environnement est vraiment super ringarde. Il n'y a pas de héros, donc personne ne s'y intéresse. Et en plus, il faut toujours faire des reproches au collectif, puisque la protection de l'environnement est une affaire collective. C'est évidemment un peu plus agréable pour la société quand on peut leur raconter qu'il y a une entreprise vraiment méchante contre laquelle il faut agir, parce que cette entreprise pollue notre environnement. Mais le soi-disant méchant groupe a inventé une histoire bien meilleure, celle de l'empreinte carbone personnelle. Ainsi, il n'a pas seulement pu redorer son image, mais il a aussi pu dire « Nous, en tant qu'entreprise, ne sommes pas le problème. » C'est toi le problème. Les gens veulent des histoires simples auxquelles ils peuvent s'identifier émotionnellement. J'ai compris cela en 1994 et j'ai alors lié mon hobby du survivalisme, c'est-à-dire survivre dans la nature sans aucun outil, à mon autre engagement, la protection de l'environnement. Et cela a donné lieu à des actions médiatiques. Ici, on me voit vers l'âge de 14 ans. À ce moment-là, je rêvais de devenir aventurier et j'étudiais déjà les cartes de la forêt amazonienne. J'ai aussi commencé, en plus du survivalisme, à apprendre quelques petits tours, disons de la magie. J'ai aussi commencé à cracher du feu. Le but, c'était que si un jour je me retrouvais dans la jungle et que je rencontrais des Indiens, je ne saurais rien faire. Il fallait donc que je me rende intéressant d'une manière ou d'une autre, pour ne pas être le loser du village. Et alors, je crache simplement du feu et ils verront, bon, il n'est pas très doué pour la chasse, mais au moins il sait cracher du feu. Que la réalité se passe tout autrement, je ne l'ai appris que plus tard. Avec 3 facteurs, tu peux très bien vendre des histoires aux médias. D'abord, il te faut une personne intéressante, donc moi, adolescent, enfant. Ensuite, il te faut quelque chose d'inhabituel, qui sorte du lot. L'entraînement de survie, manger des vers, cracher du feu, ça marche super bien. Bon, et puis l'histoire n'est pas encore tout à fait complète, parce qu'il faut aussi s'engager socialement. Et là, bien sûr, mes activités de protection de l'environnement venaient parfaitement compléter ce troisième point. Et cette combinaison, c'est exactement ce que recherchent les médias. Dans cette conférence, je vais donner d'autres conseils sur comment polariser, comment se faire remarquer, comment construire sa marque. Et pour cela, nous allons utiliser mon parcours personnel comme fil conducteur. Ici, j'aimerais raconter quelles expériences j'ai vécues et peut-être que tu pourras en tirer des leçons. Tout ce que je dis ici, ce sont des recommandations sans engagement. La photo me montre avec mon père en 1995 lors d'une marche forcée pour la forêt tropicale. Avez-vous remarqué le lapin que je porte à la ceinture? Entre autres, c'est de cela que nous nous sommes nourris. Se faire remarquer. Le but de notre marche était de montrer aux gens l'étendue de la surface de forêt tropicale détruite en seulement 2 jours, 1095 km² dans le monde. Un chiffre ennuyeux, il faut le rendre plus concret. C'est la taille de la ville de Hanovre. En 1996, j'ai enfin pu, à 16 ans, mener ma première action tout seul. Je m'étais mis en tête de marcher de Grenaux en Westphalie jusqu'à Bonn, soit environ 250 km. Je voulais parcourir cette distance avec très peu d'équipement. Je comptais trouver ma nourriture moi-même dans la nature. Et j'y suis parvenu. En parallèle, j'allais encore à l'école. Là-bas, on m'a inculqué, à la prussienne, à rester silencieux et à apprendre. Mais qu'ai-je vraiment appris à l'école? Pas grand-chose pour la vie, à part un peu de maths et un peu d'écriture, ce qui peut encore m'être utile aujourd'hui, l'école ne m'a rien transmis d'autre. À part les valeurs prussiennes, sois sage, ne te fais pas remarquer et travaille beaucoup. Exactement les valeurs qui ne t'aident pas à avancer dans la vie. Cette photo me montre à l'ambassade du Brésil à Bonn.
Arrivé après ma randonnée, j'ai alors été accueilli. Plus tard, j'ai encore beaucoup marché à travers l'Europe en tant que mineur. J'ai marché jusqu'à la Banque mondiale et j'ai marché jusqu'au Parlement européen. Toujours sans équipement, sans nourriture, pour attirer l'attention sur la protection de la forêt tropicale. J'ai caché quelque chose. J'ai déjà essayé une fois d'aller à l'ambassade à pied, c'était en 1993. La tentative a complètement échoué. Mais les échecs, ce n'est pas grave. On tire profit des échecs. Ils font partie intégrante et unique de notre histoire de vie. Je voudrais le dire autrement, si tu es tombé d'une échelle, la solution n'est pas de ne plus jamais utiliser d'échelle de ta vie, mais d'apprendre à t'en servir et de continuer. Quand j'étais enfant, le plus grand bonheur pour moi, c'était d'aller à la fête foraine. Et quand je rentrais à la maison, je construisais souvent des manèges avec mes briques de construction, des manèges qui pouvaient vraiment bouger et qui montaient bien sûr en hauteur, et parfois y tombaient aussi. Au début, j'aimais bien en parler pour pouvoir recueillir des connaissances extérieures, en quelque sorte, afin d'améliorer encore mes manèges. Mais vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à garder pour moi mes petits échecs parce que j'ai compris que la société ne pardonne pas les erreurs. À 18 ans, je suis parti pour la première fois, en tant que majeur, dans la jungle brésilienne. Je m'y étais préparé pendant des années, et pourtant, l'échec a continué au début. En théorie, attraper des poissons, c'est super simple. Je voyais toujours d'énormes poissons dans les rivières claires, mais aucun d'eux ne mordait et je devais me contenter de petites bêtes. J'ai eu la grande chance de pouvoir vivre avec des bûcherons dans la forêt amazonienne du Brésil. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai aussi découvert l'autre facette des choses. On m'a expliqué pourquoi on exploite la forêt tropicale, pourquoi on abat des arbres, et qu'il existe différentes méthodes d'abattage du bois là-bas. Et pour moi, cette expérience a vraiment été unique, car j'ai compris que la protection de l'environnement est aussi une question sociale. Celui qui n'a rien à manger ne s'intéresse pas à la protection de l'environnement. Lors de mes premières excursions dans la jungle, ce jeune homme m'a accompagné. Il garantissait en quelque sorte aussi ma sécurité avec un fusil. Ici, on voit le canon du fusil tout en bas de l'image. À l'époque, je n'avais aucune idée de la façon de prendre des photos ou de réaliser des vidéos. Aujourd'hui, je prendrai cette photo d'une toute autre manière. Mais pour ce qui est des armes, je les refuse encore aujourd'hui. Moi-même, je n'en porte jamais. Elles peuvent certes offrir une certaine sécurité face aux animaux, mais en cas de conflit avec des humains, je n'y vois qu'une escalade de la violence. C'est dans cet hébergement que nous avons dormi, simple et fonctionnel. Il n'existe tout simplement pas de normes applicables à tous les êtres humains dans le monde entier. Les gens perçoivent toujours les choses différemment, selon les expériences de vie qu'ils ont pu acquérir et le milieu culturel dans lequel ils ont grandi. Je tenais absolument à faire mon premier voyage au Brésil pour pouvoir, un jour, rendre visite aux Indiens Yanomami là-bas. À l'époque, ils étaient menacés par des chercheurs d'or qui se trouvaient illégalement sur leur territoire, travaillaient dans des conditions inhumaines et commettaient également des violations des droits de l'homme à l'encontre des Yanomami. J'avais déjà appris depuis des années comment se fait le travail de presse normal, sérieux et conventionnel. Comment on fait les choses différemment et comment on polarise, j'ai eu l'occasion de l'apprendre vers l'an 2000 auprès de Günther von Hagen lors de l'exposition Körperwelten. Dans l'exposition Körperwelten, de vrais cadavres sont exposés dans le but de permettre au grand public de découvrir l'anatomie du corps humain. En 2000, c'était un sujet énorme. Les gens faisaient parfois la queue pendant 12 heures pour pouvoir entrer dans l'exposition. Avec ces nouvelles connaissances fraîchement acquises, j'ai alors lancé une nouvelle action en 2001, une chasse à l'homme, la chasse à ma propre personne. Les règles du jeu sont simples à expliquer, quelque part en Allemagne, j'ai sauté en parachute et tout le monde pouvait me traquer. Le but était de me taper sur l'épaule et de dire « la chasse est terminée ». À ce moment-là, la personne qui me tapait sur l'épaule aurait reçu 10 000 euros. Le but pour moi dans cette action était, encore une fois, d'attirer l'attention sur le peuple indien des Yanomami. En 2002, c'est là que l'expédition a vraiment commencé. En fait, je m'étais mis en tête de me faire emmener dans la jungle, de me faire déposer là-bas, puis de me construire un radeau et, avec ce radeau, de descendre jusqu'à la ville de Manaus, en pleine forêt tropicale. J'ai été déposé sur le grand fleuve de la jungle, le Rio Negro, au Brésil. D'ailleurs, il s'appelle Negro parce que l'eau est si sombre qu'on ne peut l'appeler que Negro. En plus, il est extrêmement acide. L'avantage, c'est que toute forme de vie a du mal à s'y développer, y compris les moustiques. J'ai réussi à me construire un radeau de fortune en 2 jours. C'était vraiment difficile. J'ai toujours cru que tous les bois flottaient, mais dans la jungle, j'ai appris que beaucoup de bois coulent tout simplement comme une pierre. Cette fois, j'ai eu plus de chance à la pêche.
J'ai effectivement attrapé ce piranha à ma ligne quand je l'ai remonté. Je n'ai aucune idée pourquoi il n'a pas simplement coupé le fil fin, mais il était vraiment délicieux. Les piranhas sont un poisson très apprécié à table au Brésil. J'ai eu de la chance d'avoir quelques connaissances théoriques, car si je n'avais pas reconnu ce poisson, il aurait facilement pu me croquer un doigt. Cette tentative a aussi échoué, et ce, à deux niveaux. Premièrement, je voulais diffuser toute l'opération en direct sur Internet via téléphone satellite. YouTube et compagnie, ça n'existait pas encore à l'époque. Techniquement, ça n'a pas marché. Deuxièmement, je me suis fait agresser, pas avec un couteau comme c'est écrit ici, mais avec un pistolet. Et à cause de cela, j'ai dû abandonner toute l'opération. Comment suis-je revenu à la civilisation sans équipement? Eh bien, je portais une ceinture porte-billets dans laquelle il y avait plusieurs centaines de dollars américains, et ils l'ont tout simplement oublié ou ne l'ont pas vu. Cet argent m'a ensuite permis de payer divers trajets en bateau, car on n'est jamais vraiment seul dans la jungle. Les rivières sont les routes, et il suffit de s'asseoir au bord de la rivière et d'attendre. À un moment donné, quelqu'un finit toujours par arriver. Qu'il vous prenne à bord ou qu'il vous remarque, c'est une toute autre histoire, mais quelqu'un finit par passer. Les rivières font souvent plusieurs centaines de mètres de large. L'action avait déjà suscité un grand intérêt médiatique en Allemagne avant même le départ. L'intérêt des médias est devenu encore plus grand lorsque, soudainement, je n'ai plus pu donner de nouvelles par téléphone, puisque mon téléphone satellite avait été volé. La Bild am Sonntag a été la première à spéculer que j'étais mort. Le quotidien Bild, qui paraît chaque jour, a ensuite repris l'affaire dès le lundi, avec un demi-page à l'échelle nationale en dernière page. On a même contacté mes grands-parents. La conversation s'est déroulée à peu près ainsi. Savez-vous que votre petit-fils est décédé dans la jungle au Brésil? Non, elle ne le savait pas. Elle ne savait même pas que j'étais au Brésil. Mais cela a eu pour conséquence que sa santé s'est détériorée. C'est alors que j'ai compris que les médias, ce n'était pas mon domaine, et j'ai commencé à me retirer un peu de la sphère médiatique. Quand je suis revenu à la civilisation, après avoir bien mangé et pris une douche, je me suis rendu dans un cybercafé pour vérifier mes emails. Et entre autres, j'ai dû constater qu'il y aurait une troisième déception lors de ce voyage. En effet, j'avais rendez-vous avec mon grand modèle, José Lutzenberger, la conscience écologique du Brésil, le Premier ministre de l'Environnement du Brésil. J'avais lu ses mémoires et je me suis dit, ce n'est pas possible. Nous pensons exactement de la même façon, sauf sur un sujet. Il dit que la protection de l'environnement concerne tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Et moi, je pense que si quelqu'un est pauvre, la protection de l'environnement lui est complètement indifférente, car il a d'autres problèmes existentiels. C'est justement sur cette divergence d'opinion que je voulais discuter avec lui. Il m'avait donné un rendez-vous très facilement par email, et maintenant j'avais dans ma boîte mail un message de sa fille m'annonçant une annulation. L'homme était décédé. Je me suis donc tourné vers une alternative et je suis parti pour Boa Vista, une petite ville dans la forêt amazonienne au Brésil. Ici, l'emblème de la ville est un chercheur d'or. Je l'ai déjà dit, les Indiens Yanomami étaient menacés à l'époque par les chercheurs d'or et tout le monde se retrouvait ici, dans cette ville. Que ce soit des chercheurs d'or, des journalistes, des aventuriers, tous ceux qui allaient dans la région des Yanomami devaient passer par Boa Vista, moi y compris. Ici, j'ai rencontré différentes organisations qui s'occupaient de l'approvisionnement médical des Yanomami et de leur éducation scolaire. Entre autres, j'ai rencontré ce groupe ici. Ici, on voit d'ailleurs le fils de Devi Yanomami, un représentant du peuple, qui a même déjà pris la parole devant l'ONU. Après ces événements pleins d'aventures pour moi, j'avais prévu de rendre visite à un peuple autochtone en Afrique. Mais juste avant mon départ, une guerre civile a éclaté dans ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, je n'y suis jamais allé. Je me suis toutefois consacré à la question suivante, que ferais-je si je me retrouvais dans une guerre ou un conflit? J'ai donc réussi à me faufiler dans un stage des Nations Unies, organisé par la Bundeswehr ici en Allemagne, destiné aux journalistes. À l'époque, j'avais d'ailleurs une carte de presse, et le sujet, c'était, le comportement à adopter en situation de crise ou de guerre. Là-bas, on m'a vraiment donné en une semaine énormément d'outils qui pourraient m'aider. Je suis ensuite parti au Sénégal, car la compagnie aérienne m'a dit « Bon, d'accord, on comprend, il y a un conflit en ce moment. Tu n'es pas obligé de te rendre dans ce pays, mais on peut t'emmener d'Allemagne au Sénégal, et tu peux rester au Sénégal. » Et là, je me suis dit « Bon, avant de payer un vol pour rien, je pars au Sénégal. » Et c'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté à la vraie pauvreté. Au Sénégal, j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillaient comme pêcheurs, qui étaient très sympathiques, mais qui avaient du mal à subvenir à leurs besoins avec leur métier.
J'ai aussi rencontré des gens qui essayaient encore de filtrer de l'or dans les canalisations d'égouts de la ville avec de simples rampes de lavage d'or artisanales. Et je crois que j'ai échappé de justesse à un enlèvement. L'histoire, c'est la suivante. Je suis monté dans un taxi, je voulais dire au chauffeur où aller. Là, une deuxième personne est montée dans le taxi et a dit « Go, Bo, go ». Et je me suis dit « C'est quoi ce Bo, Bo, Bo » et je suis sorti par l'autre porte et je me suis enfui. J'ai raconté ça plus tard à mon contact au Sénégal et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Et il m'a répondu « Je ne sais pas, mais c'était sûrement mieux que tu sois parti ». En 2004, j'ai découvert le Costa Rica, un pays qui est pratiquement composé uniquement de forêts tropicales, qui a un gouvernement démocratique et de bons soins médicaux. L'ensemble de l'État est à peu près aussi grand que notre langue de Bas-Saxe, compte 5 millions d'habitants, est neutre en CO et n'a pas d'armée depuis 1948. Ici, je m'étais fixé pour objectif de rendre visite au peuple indigène des Djequins. Ce peuple vivait exclusivement des revenus de l'agriculture, donc il vendait des bananes et du cacao. Ici, on voit un fruit de cacao entier. Quand on l'ouvre, on voit une pulpe blanche. Et dans cette pulpe blanche et gluante se trouvent les fèves de cacao. D'ailleurs, la fève de cacao est vraiment très amère. L'agriculture rapporte peu d'argent. Toute cette pile de bananes leur a été achetée pour 2 dollars américains. Quand ils m'ont raconté ça, je leur ai tout de suite dit « Vous devez faire du tourisme ». J'ai pris cette photo en 2016. Elle montre que les Rokinènes ont compris comment fonctionne le tourisme. Et c'est une bonne chose. Au début, j'avais des doutes, mais ils ont gardé leur culture. Ils vivent toujours comme je les ai connus. Mais maintenant, ils ont pu optimiser leur trajet pour les produits agricoles, car ils ramènent des touristes au retour. Et avec ces touristes, bien sûr, vient aussi de l'argent. Et avec cet argent, ils peuvent par exemple s'acheter des panneaux solaires. Et alors, ils ont aussi la possibilité d'utiliser un téléphone portable. Pourquoi les Indiens devraient-ils renoncer au progrès, juste pour que ta vision du monde reste intacte? D'ailleurs, les Rokinèmes jouaient déjà au football quand je les ai rencontrés. Cependant, ils ne jouent que sur un seul but, mais avec leur propre maillot. Les gens veulent être divertis. Ici, en Allemagne, je raconte aux gens des histoires sur les Djequinans. Et quand je suis chez les Djequinans, ils veulent entendre des histoires de Chine. Au cours de mes voyages, j'ai pu apprendre plein de choses qui me servent aussi bien dans le monde des affaires que dans la vie quotidienne. Et j'ai enfin trouvé la paix intérieure. Aujourd'hui, je peux aller en forêt et je trouverai les plantes que je cherche, des araignées, des serpents ou tout simplement de la détente. Avant, quand j'allais en forêt, il m'est même arrivé de ne pas voir un serpent jaune, et pourtant, c'est difficile de rater un serpent jaune dans la forêt tropicale toute verte. Mais cela montrait simplement que mon esprit n'était pas libre. En 2007, j'ai réalisé mon tout premier projet de film. Dans la forêt tropicale du Costa Rica, j'ai tourné un petit film sur les animaux. Pour ce projet, j'ai cherché un caméraman et, lors des négociations salariales, cet homme m'a dit « Pourquoi d'autres personnes devraient-elles investir en toi si tu n'investis pas toi-même en toi ?» C'est là que j'ai réalisé, il a raison. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi et, depuis, j'investis vraiment beaucoup d'argent dans ma formation. J'ai ensuite commencé à explorer les régions froides de cette planète, mais j'ai constaté qu'elles étaient bien plus chères que la forêt tropicale et que le froid ne pardonne aucune erreur. Cette photo a été prise parce que j'étais trop paresseux pour me faire un terrain plat le soir, alors j'ai dormi sur une pente et, au réveil, j'avais ce visage tout gonflé, ce coup de soleil, et j'ai attrapé de l'herpès parce que j'avais renoncé à la crème solaire pendant la journée. À 30 ans, je me suis encore laissé convaincre de faire quelque chose que je ne voulais pas du tout, passer le permis de conduire. Une semaine après avoir obtenu mon permis de conduire, je suis parti au Chili, j'ai loué une voiture et j'ai parcouru 4000 km à travers le pays. J'ai alors appris qu'il y a très peu de stations-service au Chili. Parfois, elles sont distantes de 400 km dans le désert d'Atacama, mais j'ai aussi appris que la vie a toujours une solution à offrir. En essayant d'atteindre une oasis, je me suis effectivement enlisé dans le désert. Je me suis alors dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Enlisé dans le sable, en plein désert. Je suis donc sorti de la voiture, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que je ne pourrais jamais m'en sortir tout seul. Je me suis alors dit « Reste près de la voiture, là tu as de l'eau et encore la clim. » Et oui, j'ai attendu, et des heures plus tard, alors que je commençais vraiment à me dire que j'étais sacrément dans la galère, une voiture s'est arrêtée devant moi, avec quelqu'un qui avait un gros véhicule et voulait me sortir de là. Le seul problème, c'est que cette personne voulait absolument me tirer jusqu'à l'oasis. Mais je ne voulais plus aller à l'oasis. Je voulais retourner sur la route goudronnée parce que je savais que j'allais encore rester coincé.
Et nous avions nos problèmes de langue et pendant que je réfléchissais à la façon de résoudre ce problème, une deuxième voiture s'est arrêtée et dans cette voiture se trouvait un Brésilien qui parlait espagnol et allemand et pouvait traduire. Super chose. Nous nous sommes tous rencontrés au milieu du désert et avons trouvé une bonne solution. Après cette aventure au Chili, j'ai réalisé que conduire n'était pas mon truc et depuis, je ne laisse personne m'en dissuader. Je fais ce que je pense être juste. Rien dans la vie n'est inutile. Cela ne me surprend donc pas que j'ai à nouveau eu besoin de mon permis de conduire. En fait, 2 ans après le voyage au Chili, j'ai été invité en Guyane française. C'est une ancienne colonie française à côté du Brésil et il n'y a presque pas de transport public en bus ici. Donc, il fallait louer une voiture. En Guyane française se trouve le centre d'entraînement de la Légion étrangère française et, en plus, c'est là que les Européens lancent la fusée Ariane. Mais mon objectif, encore une fois, c'était la jungle. En fait, je devais accompagner Haro Fulgrab de Proced dans la forêt tropicale, lui faire découvrir la jungle et, en même temps, garantir sa sécurité ainsi que celle de l'équipe de tournage. Mon gros problème, c'est que je n'aime pas la chaleur, mais tout ce qui m'intéresse se trouve dans les pays chauds de cette planète. C'est pourquoi j'ai été vraiment ravi, lorsque j'étais invité chez les Bushmen en Namibie, de voir qu'ils organisent pratiquement toute leur vie autour de leur hutte, toujours là où la hutte offre de l'ombre, et la nuit, on va dans la hutte pour dormir. Mon objet trouvé le plus insolite, je l'ai aussi eu en Namibie, c'était un serpent qui en avait mangé un autre. J'ai fait identifier les animaux sur la photo par la suite, et le zoo de Cologne m'a informé qu'il valait vraiment mieux que les 2 animaux soient morts, car ils étaient vraiment venimeux. À ce jour, j'ai voyagé dans une trentaine de pays à travers le monde et, en dehors des forêts tropicales, j'adore le Canada. Au Canada, vous pouvez vivre à tout moment une petite aventure personnelle. J'y étais au printemps. La fonte des neiges venait tout juste de commencer. Nous avions en moyenne environ 4 degrés et nous étions à la recherche des traces de la ruée vers l'or. C'est vraiment étonnant qu'on puisse encore trouver sans problème aujourd'hui d'immenses bateaux à aubes, des cabanes entières ou même des rampes de lavage d'or. La dernière grande ruée vers l'or remonte déjà à quelques années. C'était en 1862 au Canada. Mais comment gagne-t-on de l'argent dans la région du Yukon, en pleine nature sauvage avec de petites villes, quand il n'y a plus d'or? Le capitaine Dick avait trouvé le modèle économique parfait. Il avait acheté une cabane au Canada et, dans cette cabane, il a effectivement trouvé un vieil orteil desséché. Il a raconté cette découverte le soir à ses amis et, après avoir un peu déliré aujourd'hui, on appellerait ça un brainstorming, ils ont eu l'idée de business parfaite pour le capitaine Dick. Il a donc pris l'orteil et un verre, a mis l'orteil dans le verre et a simplement versé une boisson dedans. Il fallait boire la boisson jusqu'au bout et laisser l'orteil toucher ses lèvres. Si on réussissait, on recevait et on reçoit encore aujourd'hui un certificat et on devient membre du Sourd Cocktail Club. Au début, le capitaine Dick parcourait le pays pour présenter son cocktail. Il a même proposé à la NASA de réaliser tout ça dans l'espace. Moi-même, après mon aventure en canoë, j'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Dick et il m'a conté toute l'histoire pendant des heures. J'ai même réalisé un livre audio avec lui à ce sujet. Vous pouvez le télécharger sur mon site web. Comment est-ce que je gagne ma vie? Bien sûr, je me suis aussi posé cette question et j'ai d'abord analysé quelles ressources j'avais à disposition. Bon, je suis jeune, je sais utiliser les médias, je fais du survivalisme et je voyage beaucoup. Ce qui a toujours intéressé les médias dans mes stages de survie, c'est que je mangeais des insectes. Quoi de plus logique alors que de proposer l'insecte comme aliment à d'autres personnes? J'ai donc tout de suite développé un petit cours de cuisine, car mon idée était de proposer des ateliers de cuisine aux insectes. Ensuite, je suis passé à la distribution. Il y avait un fournisseur qui proposait ces drôles de sucettes venues des États-Unis, avec des insectes à l'intérieur. Je comptais en fait sur lui pour qu'il propose mes ateliers de cuisine. Mais il n'en avait pas du tout envie. Alors je me suis dit, si tu ne veux pas vendre mes ateliers de cuisine, eh bien je vais vendre tes sucettes. Mon modèle d'affaires était né, des insectes comestibles pour la consommation humaine. J'ai compris l'importance de la création de marque quand l'entreprise Maïdez m'a appelé. Ils m'ont demandé si je ne voulais pas proposer des stages de survie chez eux. J'ai répondu, eh bien, je n'en sais plus, mais j'ai déjà un contrat avec l'original. Alors mon interlocuteur a demandé, mais c'est quoi, l'original? J'ai répondu, Ben, l'entreprise qui a développé le concept et dont tout le monde parle, évidemment avec Jochen-Schweizer. À cela, mon interlocuteur a répliqué, non, Jochen-Schweizer n'est pas l'original. C'est nous qui avons introduit le concept en Allemagne. Et oui, la création de marque. Jusqu'à ce moment-là, j'avais très peu entendu parler de Maïdez. Après 10 ans de vente d'insectes comestibles, je pouvais présenter une boutique en ligne qui fonctionnait, 2 stands de street food, 4 sites en Allemagne où des cours de cuisine aux insectes étaient régulièrement organisés et nous étions toujours complets.
Un DVD avec un cours de cuisine aux insectes et un livre de recettes d'insectes avec des chefs professionnels, préfacé par le journaliste Valentin Thurn. Et le livre de recettes était innovant, car on avait la possibilité de scanner un QR code et ainsi voir le plat en 360 degrés. Avec toutes ces énumérations, j'ai même oublié de mentionner que nous produisions tous nos produits nous-mêmes et que nous étions présents avec nos articles au Movie Park ainsi qu'au Europa Park. Rien que pour la recette de notre sucette aux insectes, nous avons travaillé dessus pendant 2 ans. De plus, il faut savoir que l'insecte destiné à la consommation humaine n'est pas une marchandise provenant d'une animalerie. Il s'agit ici d'un aliment et non de simples animaux vendus comme nourriture pour animaux, pour lesquels il n'existe aucune réglementation. Les insectes destinés à la consommation humaine sont soumis à des contrôles stricts et il faut bien sûr s'y conformer dans des élevages spécialisés. J'ai commencé mes cours de cuisine dans mon propre salon. J'ai simplement pris une plaque de cuisson, je l'ai posée sur la table du salon, les participants autour, et voilà, la salle d'événement était prête. Je n'aurais jamais commencé de cette façon si je n'avais connu que la culture allemande. Cette idée qu'un cours de cuisine peut aussi fonctionner autrement, je l'ai clairement rapportée d'Amérique centrale. Tu dois être différent, tu dois être original, mais même avec de l'originalité, on n'est jamais seul. Il faut se faire remarquer pour construire sa marque. Ma marque, c'était Don't Cry, Eat It. Quand le livre de cuisine sur les insectes a été terminé, j'ai cherché un moyen de le présenter de façon médiatique et gratuite, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, tu as de bons contacts avec Europa Park. Appelle-les donc, ils organisent toujours des événements. Aussitôt dit, aussitôt fait, et me voilà à l'événement d'Halloween d'Europa Park avec le livre de cuisine. Là-bas, nous avons non seulement rencontré beaucoup de médias et bien sûr des gens qui ont apprécié nos insectes. Non, j'ai aussi eu une petite rencontre lors de l'installation avec un monsieur un peu plus âgé et une femme plus jeune. On a bien discuté avec eux, et quand ils sont partis, le directeur commercial d'Europa Park est venu me voir et m'a dit « Maintenant, on peut vendre vos insectes dans tout le parc ». Je l'ai regardé et j'ai dit « Pourquoi seulement maintenant ?» Et il a dit « Eh bien, jusqu'à présent, vos insectes étaient plutôt des produits qu'on cachait sous le comptoir, parce qu'on ne savait pas ce que le patron en pensait. Mais le patron vient justement de passer et il adore vos insectes. Depuis 1996, je publie régulièrement des livres, dès qu'un sujet me passionne vraiment. Les livres ont même augmenté de prix. Ce livre coûtait autrefois 5 €, et cela alors même que je suis dyslexique. Ne laisse pas la société te dicter quoi que ce soit. Trouve ton propre chemin. En 2019, j'ai fait un exit. On appelle exit la vente d'une entreprise. Et je l'ai fait parce que je veux voyager davantage. Ce sont les émotions qui se vendent, pas les faits. En 1927, Mercedes Gletzel a eu l'idée d'être la première femme à traverser la Manche à la nage. Un fabricant de montres a entendu parler de cette initiative et lui a offert une montre-bracelet à condition qu'elle la porte pendant qu'elle nageait. La tentative a échoué après 8 heures. La montre, qui était restée 8 heures dans l'eau avec la nageuse, fonctionnait toujours malgré le froid et l'eau. Le fabricant de montres a alors publié cette publicité. Depuis, la marque est connue. Ici, on a utilisé les émotions pour construire une marque. On aurait aussi pu publier une publicité remplie de données techniques, mais cela n'aurait intéressé personne. J'utilise mes voyages pour attirer l'attention sur les problèmes de protection de l'environnement. Des cultures entières ont déjà disparu, comme ici par exemple sur l'île de Pâques, à cause d'une mauvaise gestion de la nature. Un poisson doit au moins être allé brièvement sur la terre ferme pour comprendre qu'il vit dans l'eau. J'ai déjà eu l'occasion de découvrir les cultures des pays colorés en vert ici. Et j'ai appris une chose, la terre peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans la terre.